à vous de nous appeler. Comment analysez-vous la montée de l'euroscepticisme ? Le Brexit mettait, c'est vrai, le feu aux poudres, entre guillemets, il y a quelques mois, même si le pays, c'est vrai aussi, éprouve de réelles difficultés à négocier sa sortie de l'Union européenne. Mais il faut croire que ce n'est pas un phénomène isolé. On parle même du Frexit en France, en Espagne, en Italie, dans pratiquement tous les pays d'Europe. Il y en a des pros sortis de l'Union européenne, on va les appeler comme ça. Alors on va quand même rappeler que l'euroscepticisme, c'est l'opposition à l'intégration européenne ou à l'Union européenne, basée souvent sur un doute quant à l'efficacité de cette Union européenne, à sa viabilité même, ou même son utilité. Alors à quoi vous attribuez la montée de l'euroscepticisme ? C'est la question qu'on vous pose ce matin et le premier à y répondre, en tout cas à donner son analyse, c'est vous Joël et vous êtes au Gosier. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Et on vous écoute. Ah, bah oui. Alors oui, donc en fait, j'appelais parce que j'ai entendu le thème de votre émission. Ouais. Et c'est vrai qu'on se rend compte que l'euroscepticisme gagne de plus en plus de terrain, même si les médias en parlent pas beaucoup, surtout en France. Et c'est vrai que on se rend compte qu'en fait, les gens commencent, je pense, à ouvrir les yeux et à se rendre compte que quel que soit le choix que l'on fasse, si les autres pays ne sont pas d'accord avec ce que nous on veut faire, la loi passera jamais, en fait. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a de plus en plus d'eurosceptiques, car en fait, on n'est plus libre du tout de nos choix et de nos revendications, en fait. Tout simplement être libre et être en démocratie. On n'est plus du tout en démocratie. Ce n'est plus nous qui décidons, mais a priori, l'Union européenne, et donc des personnes qu'on ne connaît même pas, qu'on n'a même pas élues, et c'est elles qui décident qui fait quoi, quand, pourquoi, comment et avec qui. Quel que soit le pays. En même temps, Après, c'est vrai que souvent on nous traite, on traite les eurosceptiques. Je suis un eurosceptique, je pense que vous l'aviez deviné. Absolument, oui. Sans problème. On traite souvent les eurosceptiques de racistes, de xénophobes, tous les mots du monde. Alors qu'en fait, je pense que on fait un amalgame, en fait. C'est pas parce qu'on veut retrouver notre démocratie et le pouvoir national qu'on est obligatoirement Front National et tout ça, parce qu'on est à l'inverse du Front National. On les diabolise, selon vous, Joël ? Ils sont diabolisés, les eurosceptiques ? Oui. Ah, complètement. Ouais. Et pourquoi ? C'est le but, je pense, comme il y a de plus en plus de monde qui commence à écouter un peu les eurosceptiques, dont la seule personne en fait qui représente l'euroscepticisme, c'est François Asselineau de l'UPR, dont on ne parle pas assez souvent et qui est souvent, voire pratiquement tout le temps, blacklisté dans les médias. Donc c'est vrai que on essaye on l'étouffe et personne n'entend vraiment ce que l'on a à dire en fait. Et quand on commence un peu à parler, on nous traite de dégénérés, de fous, de racistes et tout ce qu'on veut. Alors qu'en fait, pas du tout. L'UPR, ça c'est classé dans les divers, donc ni à gauche ni à droite. Et il y a aussi bien des personnes de l'extrême droite, de l'extrême gauche, du centre, de la droite, de la gauche, des ouvriers, des patrons. Enfin, il y a vraiment tout le panel, si vous voulez, de la France est représenté dans ce mouvement. Oui, enfin, on va pas en faire on n'est pas là pour en faire la promotion non plus. C'est pas le but de ce débat, mon cher Joël. Oui, complètement. Excusez-moi. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, pour en revenir à l'euroscepticisme, non, c'est ça. Il ne faut pas penser que, en général, les eurosceptiques sont des racistes. D'accord. Faut pas penser ça. D'accord. Même si c'est vrai que c'est un mouvement qui est surfé par peut-être pas racistes, mais bon, on n'en est pas loin, mais tout ce qui est populiste et tout ça, les discours populistes, ils tirent quand même leur avantage à cette situation. Après, eux, effectivement, ils essaient de se servir de ces mouvements. Mais quand on regarde en détail certains mouvements, donc je les connais pas tous, mais au moins celui que moi je représente, on peut regarder, il n'y a pas de problème, il n'y a pas du tout de racisme, il n'y a rien du tout. Merci en tout cas Joël d'être venu parmi nous. Ouvert. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée, au revoir. Et après Joël, c'est Guillaume qui a son avis sur la question. Bienvenue Guillaume. Oui, bonjour. Je voulais déjà revenir sur le terme eurosceptique que vous avez pris comme thème à l'émission. C'est un terme qui est couramment employé, mais il faut quand même se rendre compte que ce terme
Cette appellation renvoie à une notion de croyance et de dogme, et c'est bien de ce dont il s'agit. La construction européenne, le projet de l'Union européenne, c'est un dogme, ça a même été amené au rang de religion, puisqu'il est absolument interdit d'en parler, d'aller contre cette idée. Alors je rappelle que la construction européenne, c'est un projet politique, donc la moindre des choses, c'est qu'on puisse en parler. Je renvoie les gens à leur mémoire. Dans les années 90, quand il s'agissait de promouvoir le traité de Maastricht, on vous avait fait des propositions faramineuses, des promesses faramineuses. On nous avait dit qu'il y aurait plus d'emplois, plus de croissance, que ce serait le bonheur absolu. Or, les faits montrent que c'est tout le contraire. La zone euro est la zone du monde de la plus faible croissance. Il y a quand même en termes de chômage, même si vous n'en parlez pas, mais en termes de chômage, quand même, on a quand même de beaux résultats, de beaux chiffres. Il n'y a pas que des... Vous plaisantez ? En Grande-Bretagne, par exemple. Ah oui. Ah ben ça, c'est un très bon exemple. Mais justement, c'est pour ça que le Brexit est passé, c'est pour ça que vous me dites ça, c'est ça ? Effectivement, le Brexit avait été annoncé comme une catastrophe absolue qui arriverait dans les jours qui suivraient le vote des Britanniques s'ils, par malheur, ils voteraient pour le Brexit. Or, il se trouve que depuis, il y a une mise en confiance, on va dire, du tissu économique du Royaume-Uni. Le chômage au Royaume-Uni est tombé à 3,7%. Mais en si peu de temps, vous pensez que c'est ça ? Ah ben attendez, il y a quand même un truc qui est curieux. On nous a dit que ce serait une catastrophe absolue, qu'il y aurait plein de gens au chômage, et c'est tout à fait le contraire. On se trouve à un niveau de chômage qui est équivalent à ce qu'il était en 1970 au Royaume-Uni, et pendant ce temps-là, la zone euro est la zone du monde au plus fort taux de chômage, où on a plus du double de chômage, donc il y a quand même un truc bizarre. On nous a fait des promesses, et c'est le contraire qui arrive, vous voyez. Et il faudrait aujourd'hui écouter les mêmes qui nous disent que être contre l'Union européenne, c'est être raciste. Il y a un léger problème de contradiction, vous voyez. Très bien. Et donc pour vous, vous êtes dans la mouvance un petit peu de Joël tout à l'heure qui disait qu'on les diabolisait un petit peu, ces eurosceptiques, alors que voilà, il y a pas à avoir peur, c'est ça ? Mais il n'y a pas à avoir peur, et moi, au moins le minimum serait qu'on ait le droit d'en parler, parce que les faits contredisent ce que l'on nous avait annoncé. Donc pourquoi est-ce qu'on irait croire les mêmes qui nous disent qu'en sortir, ce serait une catastrophe ? Alors, il y a un problème de logique. Est-ce qu'on est dans l'interdiction vraiment, ou peut-être un désintérêt ? Est-ce que je ne sais pas, je trouve pas qu'il y ait vraiment une interdiction de... Ah bah si, attendez, regardez les débats à la télévision où on va pas inviter par exemple François Asselineau, c'est quand même étonnant. S'il disait tant de conneries, la meilleure manière de démonter son argumentaire, c'est de l'inviter et de démonter son argumentaire. Je crois qu'il était à l'invité de France Inter la semaine dernière. Oui, mais c'est quand même rare, mais mettez-le face à quelqu'un comme Nathalie Loiseau ou quelqu'un d'autre qui prétendument détient la vérité. Pourquoi est-ce que ces gens refusent ? C'est quand même bizarre. Si ces arguments étaient si faciles à démonter, il suffirait de le prendre entre quatre murs devant. Donc pour vous, on est proche de la recette miracle en Grande-Bretagne, quoi, parce que... Non, j'ai pas dit la recette miracle. Attention, il ne s'agit pas de dire que sortir de l'Union européenne, c'est tout de suite le bonheur absolu. Il s'agit de dire que aujourd'hui, quand on analyse au fond la construction européenne, on se rend compte qu'elle ne sert pas les intérêts pour lesquels elle avait été annoncée, d'accord ? Elle sert des grands intérêts financiers et industriels, d'accord ? Et il se trouve que, quand on analyse le fonctionnement, on se rend compte que c'est une construction qui est antidémocratique, d'accord ? Est-ce que, par exemple, les gens savent que tous les ans, le gouvernement émet un document qui s'appelle le Programme national de réforme, qui annonce des réformes pour les années à venir, et que curieusement, en 2017, entre les deux tours des présidentielles, ce document a été produit également. Ce qui revient à dire, et on a les preuves, ce qui revient à dire que quel que soit le président élu, M. Macron, Mme Le Pen ou même M. Mélenchon, on aurait eu le même programme. C'est assez incroyable, mais ce sont des faits. Et d'ailleurs, si les auditeurs s'intéressent à toutes ces questions, je leur recommande d'aller samedi à l'hôtel Canela Beach, samedi prochain, à 14h, au hôtel Canela Beach. Il y a une conférence débat sur l'Union européenne. Oui. Le titre, ce sera « Quels impacts sur nos vies ?» Donc samedi, à 14h, Canela Beach. Très bien, merci. Merci pour le rendez-vous. Et merci de votre intervention, mon cher Guillaume. De rien. Très bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. C'est Christelle qui est avec nous et qui prend le relais. C'est intéressant. Bonjour Christelle.
Bonjour, M. Fanfan, bonjour aux Et auditeurs de la Bourponnière. on va reprendre la question puisqu'on a eu des interventions assez longues. Comment analysez-vous la montée de l'euroscepticisme, ma chère Christelle? Je rejoins un peu les deux précédents, monsieur, qui se sont exprimés. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas à l'échelle de la Guadeloupe, l'Europe, ça pose problème à cause de les principes même de l'Europe, c'est-à-dire la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux, parce qu'on se rend compte que la libre circulation des marchandises, arriver avec des marchandises qui coûtent très peu cher parce qu'elles proviennent de pays qui sont plus grands que nous et qui ont des capacités de production énormes et donc du coup qui tirent les prix vers le bas, du coup ça ne favorise pas notre marché intérieur, notre économie, notre production locale. Et donc c'est une première limite à l'utilisation de l'Europe. Et puis pareil, quand on parle de financement européen, aujourd'hui, alors j'ai plus les chiffres en tête, je m'étais documenté là-dessus, mais finalement on reverse à l'Europe plus que ce qu'elle nous donne. Aujourd'hui, l'Europe considère qu'on a un retard d'infrastructure et c'est pour ça qu'il y a le plan de convergence qui est sorti en 2018 et qui va jusqu'en 2028, qui reprend bien les éléments, il suffit d'en prendre connaissance, c'est disponible sur Internet, et on se rend compte que voilà, on construit une Guadeloupe, mais qu'elle n'est pas forcément construite pour des Guadeloupéens. Donc aujourd'hui, ce que l'Europe donne et ce que l'Europe prend, c'est pas proportionnel. Elle nous prend bien plus que ce qu'elle nous donne aujourd'hui, d'une Alors, part. mais c'est absolument extraordinaire puisqu'on a l'impression que voilà, il y a effectivement beaucoup de fonds européens qui arrivent en Guadeloupe. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'infrastructures qu'on doit à ces fonds européens, oui. Mais on a en même temps l'impression, ma chère Christelle, que c'est très très flou dans la tête D'ailleurs, il y a un réel désintérêt pour cette élection des eurodéputés. Et pourtant, c'est capital pour nous, y compris pour nous en Guadeloupe. Ouais, c'est capital parce qu'effectivement, on fait partie de l'Europe et que des décisions sont prises à l'échelle européenne et redescendent sur nous. Il faut dire que l'Europe est en train de quasiment remplacer la France métropolitaine sur les décisions. Donc là, l'échelle de décision, elle est vachement plus grande, elle est beaucoup plus importante et on n'a pas la main dessus. On a très peu de représentants et maintenant que les choses ont changé au niveau du vote justement, donc on éloigne encore plus les ultramarins de la prise de décision qui seront prises en Europe parce que maintenant il n'y a plus la fameuse liste outre-mer. Donc du coup, ça rendra les choses encore plus difficiles. Mais bon, aujourd'hui, beaucoup de Guadeloupéens, ils ont tranché sur la question. C'est sortir de l'Europe, ne plus être intégré, mais être associé avec un changement statutaire, donc pour devenir PCOM. Mais je pense que c'est une bonne solution pour continuer à travailler avec l'Europe, parce qu'il y a quand même du bon, il ne faut pas cracher sur tout, et ça reste quand même un partenaire qui pourrait être intéressant d'un point de vue économique. Donc il faut quand même le conserver pour ne pas se fermer et être en dehors du reste du monde, mais il faut que la donne change, il faut que les conditions avec lesquelles on travaille avec l'Europe évoluent, parce que sinon, on va continuer de se faire écraser. Parce que l'Europe, franchement, moi, je l'analyse, elle n'a pas été créée pour les petits, elle a été créée pour les gros, pour qu'ils puissent travailler ensemble. Mais les tout petits territoires qui ont mais tout le monde en bénéficie, on est d'accord, enfin normalement. Oui, on en bénéficie, mais quand l'Europe vous dit qu'elle met 1 milliard d'euros de disponible pour la Guadeloupe, c'est 1 milliard d'euros par année. Déjà, c'est pour 7 ans. Et en plus, l'argent reste en Europe. L'argent ne vient pas en Guadeloupe dans un compte bancaire qui est là en train de vous attendre. Il faut faire des demandes, il faut avoir des dossiers qui sont toujours beaucoup plus compliqués d'une année sur l'autre et attendre ensuite qu'on vous débloque cet argent-là. Ça représente quoi? 142 millions d'euros à l'année. C'est même pas la moitié du budget de la région qui se finance avec l'octroi de mer, par exemple. Donc du coup, on voit que le rapport entre ce qui est donné et ce qui nous est pris aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas intéressant et on se rend compte que la concurrence qui vient du reste de l'Europe, que ce soit d'un point de vue marchandise, d'un point de vue humain également, puisqu'on fait venir des personnes travailler ici au lieu d'embaucher des Guadeloupéens, du coup, ça ne joue pas en notre faveur. Et donc, cette concurrence, entre guillemets, déloyale qu'on est obligé de subir parce qu'on est intégré à l'Europe, beaucoup souhaitent aujourd'hui qu'elle cesse et donc travailler avec l'Europe en étant associé, mais plus intégré. Merci. Voilà. Merci, ma chère Christelle. Avec grand plaisir. Excellente journée à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, 05 90 96 6000. C'est un peu ce que je décris, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est flou. D'ailleurs, on a l'impression qu'il faut quelque part vraiment se plonger profondément dedans, mon cher Rudy, pour savoir de quoi on parle. Bonjour. Bonjour, mon ami, comment tu vas? Ça va très bien, Rudy. Ça va,
c'est la forme, c'est aller. Hein, c'est pas très clair tout ça. Hein. Alors, Et non, pourtant, c'est pas très clair, mais c'est volontaire. Hum, C'est volontaire que ça soit pas clair et que ça soit flou aux yeux de la majorité, au moins d'une multitude, quoi. Moi, je suis pour le Frexit. Sans hésitation, sans ambiguïté. ah Je ne oui, sais pas si on s'est compris. Hein. oui, bah, On là, peut pas. Et je pense que l'auditrice qui passait juste avant a une expertise, je dirais, lucide et cohérente. Donc, on voit qu'il y a une grosse maîtrise de la géopolitique européenne. Donc, dans le rapport d'échange, dans le flux financier, de ce que tu donnes, ce que tu reçois. Donc, je pense que je ne vais pas revenir là-dessus parce que son exposé a été très clair. Et donc, il n'y a pas besoin, il n'y a rien à rajouter. Vraiment, c'est vous pense positif à ça. Fabrice, il faut qu'on soit lucide. L'Europe n'a pas été faite pour nous. Elle a été faite dans un contexte bien précis. Et voilà, pour certains pays européens qui se reconnaissent très bien, comme l'Allemagne par exemple, on n'a pas la cité, et certains grands pays qui se disent vraiment européens, mais pas pour nous. Et je pense que effectivement, il faudrait, parce que moi je ne me sens pas européen. Après, il faut composer avec cette entité-là, que je considère c'est une entité qui est éloignée. Mais il faudrait déjà qu'on essaie de fonctionner avec les entités qui sont plus proches, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un milieu caribéen. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire dans notre environnement proche, et après de voir comment on peut fonctionner avec d'autres États et avec l'Europe en particulier. Donc que l'euroscepticisme est soit en pleine expansion, c'est pour tout te dire, c'est juste le début du commencement. Dit que le pire est à venir. Les États ont compris ce qui se joue. Je parle des États respectifs des différents pays qui composent cette Europe, ont compris qu'ils étaient en train de perdre leur souveraineté. Et voilà, donc je dis qu'il vous avez un certain nombre de directives qui vous disent voilà, c'est comme ça qu'il faut gérer, c'est comme ça qu'il faut faire. Ce soit vous appliquez ça, on vous donne des pénalités. Ça ne peut pas continuer comme ça. Au bout d'un moment, forcément, il y a des effets négatifs sur le public, sur le citoyen, le citoyen lambda. Et les gens commencent à s'informer et à être informés. On ne peut pas les raconter n'importe quoi. On ne peut plus, en tout cas, dire n'importe quoi aux citoyens lambda. Donc, en particulier à nous, Guadeloupéens, qui sommes maintenant très au fait des actualités, des textes européens, parce que nous allons chercher l'information. Donc, on ne peut pas venir, qu'importe le rôle du député qui viendra, il viendra et on a du répondant et on peut dire. Et l'auditrice a bien expliqué entre ce qu'on donne. Parce que c'est ça aussi le problème. Il y a une désinformation qui se fait. On ne donne pas forcément les bonnes informations. On nous dit oui, l'Europe, vous n'aimez pas, mais bon, l'Europe donne des millions. Mais et nous, combien on donne par rapport à nos richesses, les dépenses, on a compris. Ça, on ne le dit jamais. Et là, quand vous faites l'équation, elle est souvent en notre faveur. Donc c'est pour ça que je dis que moi, je suis pour un Frexit net, qu'on puisse requalifier notre statut déjà, et qu'on puisse pouvoir composer avec l'Europe autrement, avec notre liberté. Et puis voilà, on peut composer avec tel pays, comme voilà, en mettant que les choses soient claires, quoi. Voilà. C'est ça mon avis là-dessus. Et concernant le Brexit, rassure-toi, il va y avoir. Il va se faire. Hein. Il y a beaucoup de dinosaures qui sont en train de nous faire croire. Tu sais, Fabrice, l'économie anglaise n'a jamais été aussi flamboyante que maintenant. Ah oui, il y a une période assez complexe, hein, assez difficile quand Alors, même. Elle est complexe. C'est normal. Hein, normal. Je veux pas être péjoratif, mais c'est vrai que quand on a touché le fond, on rebondit, quoi, à un certain moment. Ouais, c'est vrai, mais quand on regarde les chiffres, le chômage, contrairement à tout ce qui avait été annoncé, que oui, l'Angleterre, c'est fini. Est-ce que les gens oublient? Et ça, il faut bien regarder. Je me rappelle à l'époque de la dame de fer, Margaret Thatcher, elle avait toujours dit qu'on a un pied dedans et un pied dehors. Et ils n'ont jamais été vraiment à 100% en Europe. Et donc, pour moi, quand le Brexit est arrivé, pour moi, c'était juste la suite logique, une continuité logique des choses. Et ça va se faire. Même si, effectivement, on a quelques dinosaures européens qui essaient de tout faire pour faire comprendre que, oui, l'Angleterre, c'est bientôt l'enfer. Sinon, ça, on sait qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais bon, l'Angleterre aura sa liberté bientôt. C'est même sûr, même. Voilà. Donc, moi, Brexit, sans ambiguïté, il faut que ça change, il faut qu'on bouge. Merci. Voilà. Merci mon cher Rudy. Très bonne journée. Ok. Salut. Bye bye. Allez, 05 90 96 6000, nous sommes avec Paola du Gosier. Oui, bonjour Fabrice. Ça t'intéresse toi aussi, hein, ces élections européennes et... Tout à fait, ça m'intéresse. Donc, selon ce qu'on voit et ce qu'on entend,
Apparemment, l'euroscepticisme, ça atteint tout le monde parce qu'on se rend compte qu'en fait, on nous a plongé, on nous a mis, les politiciens ont voulu nous plonger dans l'Europe. Ils sont arrivés, malheureusement, on est pris dans un bon bourbier, on n'arrive pas à s'en sortir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te pose problème? Même les autres pays européens sont sceptiques, quoi. En fait, on se rend compte que c'est une grosse mascarade et les personnes qui prennent des lois pour nous, qui passent des lois et des taxes nous concernant, ils ne nous demandent pas notre avis, on n'a plus notre mot à dire. Et surtout, le peuple commence à se rendre compte que c'était une mauvaise chose la rentrée dans l'Europe, quoi. Et puis surtout, on a perdu notre identité, notre savoir-faire. Ça n'a pas été une bonne chose. Je donnais l'exemple d'un ancien ministre de sport qui s'appelle David Douillet. Et il est passé sur une émission de Thierry Ardisson, pour ne pas citer de nom, pour ne pas faire de pub. Il disait que 80% des politiciens sont là que pour leurs besoins personnels. Alors, quel que soit ce qu'ils voudront faire ou pas faire, ils ont les mains liées. C'est-à-dire que même s'ils veulent voter des lois, ils peuvent pas parce que les Européens qui dirigent tout les empêcheront de passer des lois. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci Paola. Merci, au revoir et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Christophe a son mot à dire également, en tout cas son avis sur la question. Bienvenue Christophe. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Aujourd'hui, malheureusement, mais bon. Ça arrive aussi. Hein. Alors, et alors, l'euroscepticisme, c'est vrai qu'il monte. Pourquoi? Alors, j'ai l'impression que nous avons un outil qui est formidable, qu'on ne le connaît pas ou qu'on ne le connaît pas assez. Parce que nous faisons partie des accords de Schengen, nous faisons partie de l'Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc ça date. Et la France est l'un des précurseurs de l'Europe. Sauf que l'Europe a des lois et qui régissent la vie de tous les Européens. On a un président, c'est vrai, mais avant le président, il y a la raison d'État de l'Europe. L'Europe décide et harmonise ce qui se passe dans tous les pays européens, quel que soit. Ça nous donne des outils formidables. Par exemple, nos enfants peuvent aller apprendre en Roumanie, alors que c'est moins cher qu'en Suisse ou en France. Et ils reviennent médecins. C'est une possibilité. Mais on a des politiques, on a des gens où on nous a toujours mal aiguillés, ce qui fait qu'on ne sait pas utiliser cet outil-là. Donc c'est comme si on me donnait une Lamborghini, pour ne pas citer, et qu'on me dit, non monsieur, vous ne pouvez pas dépasser les 50 km/h. Effectivement, il y a des circuits pour ça. Mais c'est pareil. Pour l'Europe, pour pouvoir apprendre et faire évoluer l'Europe, il faut pouvoir participer. Donc il faut pouvoir aller voter et être dans ceux qui font. Mais comme nous avons cette retenue où nous disons l'Europe n'est pas bon, donc on n'y va pas, on n'adhère pas, on ne change rien. Donc les choses viennent d'ailleurs, où on a ce sentiment-là, alors que nous aussi nous pouvons participer. Et en participant, en étant acteurs européens, parce que je dis ça à nos enfants, ils ont ce pouvoir, ils ont cette chance d'être européens. En devenant acteurs européens, et pas simplement acteurs guadeloupéens, français, on est aussi européens. Les lois qui sont au-dessus des lois que nous avons en France sont les lois européennes. Prenons la loi pour le gars qui est la loi Imbert, le monsieur qui est malade depuis des années. L'Europe a statué. Nous avons des enfants qui veulent rentrer, qui ont eu des parents djihadistes. L'Europe doit statuer. Au-delà de la législation, c'est comme si vous avez dans votre famille, le père et la mère décident qu'il y a un règlement de la famille, mais c'est la loi qui prime. Aujourd'hui, c'est la loi européenne qui prime. Sauf qu'on ne nous donne pas les outils pour pouvoir l'utiliser. On ne nous donne pas les tenants aboutissants pour pouvoir faire monter des projets au niveau européen. Et on ne nous ouvre pas les yeux sur ce que l'Europe a comme potentiel, comme ouverture. Par exemple, l'Europe peut apporter des choses à la Caraïbe et nous faisons partie de la Caraïbe aussi. Donc nous avons une triple insularité, mais nous ne savons pas utiliser l'outil. Donc on est sceptique quant à cet outil-là en se disant mais cet outil-là ne nous sert à rien. Au contraire, puisque tout ce qui est légiféré en France doit être visé par l'Europe. Donc je ne suis pas un eurosceptique, je dis simplement que nous devons apprendre à utiliser cet outil-là pour que nos enfants aient le statut d'Européens entièrement. Merci. Merci beaucoup Christophe d'être venu. Merci. À très bientôt. Salut. Voilà, 05 90 96 6000. Guillaume, de nouveau avec nous pour une précision, notamment concernant les fonds européens, c'est ça, hein? Oui, précédemment, il y a une auditrice qui a évoqué les fonds européens, même si elle était un peu critique sur la manière dont c'est utilisé.
La question que les gens doivent se poser, c'est quelle est l'origine de ces fonds européens? Parce que l'Union européenne, la Commission ne lève pas d'impôts, elle ne produit pas d'argent. Il faut savoir que les États européens contribuent à ce budget. Or, on met dans un pot commun, et dans ce pot commun, en fait, il y a ce qu'on appelle les contributeurs nets, c'est-à-dire les pays qui payent plus qu'ils ne reçoivent. Et dans ces contributeurs nets, nous avons dans l'ordre décroissant l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie. D'accord ? C'est-à-dire que la France verse plus à la Commission européenne qu'elle ne reçoit. Si vous prenez toutes les sommes, alors on nous parle du FEDER, les aides à l'agriculture, etc., c'est de l'argent français. Donc la France donne de l'argent et au retour, elle en reçoit moins. D'accord ? Donc c'est négatif. C'est ce que mettait en avant tout à l'heure Christelle, qui en a parlé. Mais le mécanisme, il est important de le préciser parce qu'au passage, on perd 9 Alors milliards par an. C'est beaucoup d'argent qui arrive comme ça, on parle de fonds européens, mais quelque part, si on scrute un petit peu les chiffres en détail, vous nous dites que finalement, la balance, elle est de l'autre côté. Il y a 9 milliards de moins. C'est-à-dire qu'en fait, on nous prend, c'est comme si je vous disais, vous me donnez 100 euros, je vous en rends 60, je mets mon logo dessus et je vous dis vous devez acheter ceci. Oui, d'accord. Vous voyez le truc ? Alors, par ce mécanisme, il faut savoir que la France verse chaque année 2 milliards à la Pologne. Vous comparez ça au budget qui est alloué aux Outre-mer, ce n'est pas rien. Avec cet argent, la Pologne investit dans des infrastructures et des outils de production. C'est une sorte de tontine, c'est ça Oui, c'est ça, exactement. Ouais, okay. Donc avec cet argent, la Pologne, je reste juste uniquement sur cet exemple, mais c'est pareil pour tous les pays de l'Est, construit un outil industriel qui, comme ils ont une main-d'œuvre beaucoup moins chère, je rappelle que par exemple la Roumanie, le SMIC est à 320 euros. Pardon, 230 euros. Donc avec ça, ils détruisent notre outil industriel. Vous voyez ? Ouais, on essaie L'auditeur précédent a également parlé de l'opportunité qu'il y a pour les étudiants d'aller faire leurs études. En fait, il n'a pas cité, mais il évoque Erasmus. Oui. Il faut quand même savoir que Erasmus ne doit rien à la Commission européenne. La preuve, c'est que vous avez des étudiants suisses, vous avez des étudiants canadiens qui bénéficient d'Erasmus. Il s'agit en fait d'un accord international qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. Il a parlé aussi de projets européens. Alors on cite souvent Airbus, Ariane. Il faut quand même que les gens sachent que ces deux projets industriels n'ont rien à voir avec la Commission européenne. Si vous allez au centre spatial guyanais à Kourou, vous verrez des drapeaux devant le bâtiment. Curieusement, il y a un drapeau japonais. Et curieusement, il n'y a pas le drapeau de tous les États de l'Union européenne. Tout simplement parce qu'il s'agit d'un projet de coopération internationale qui implique beaucoup de pays et qui n'a rien à voir avec la Commission européenne. Merci Guillaume de rappeler tout ça. On a encore du monde à écouter. En tout cas, on a bien noté. Vous voyez, on vous remercie surtout pour ces précisions. Voilà, la précision de vos informations. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Et du côté de Saint-Martin, on a aussi un avis. Thierry, comment ça va ? Oui, bonjour, ça va, bonjour, donc à Guadeloupe Première et aux auditeurs guadeloupéens. On parle de l'euroscepticisme, Thierry. Oui, je rejoins un peu ce que disait donc l'interlocuteur tout à l'heure. Il y en a pas mal aussi donc, qui ont fait leurs interventions avant. Oui. En contre, celui qui parlait donc en effet donc d'avoir la possibilité d'aller étudier donc dans d'autres pays européens. Vous savez, on n'a pas besoin d'Europe pour cela. Moi, je sais que moi, c'est Martin, on partait faire des études aux États-Unis, en Espagne, avant même l'Europe. Donc, c'est pas l'Europe qui nous a donc bénis de cette possibilité de partir faire des études à l'étranger. Premièrement. Mais maintenant, pour revenir véritablement sur donc, le sujet donc, de l'euroscepticisme, je crois que l'euroscepticisme est donc la résultante donc, d'une certaine donc, lassitude des promesses donc, faites par les politiciens locaux. Et quand je parle en fait des politiciens locaux, je ne parle pas plus des politiciens donc, de la Guadeloupe, la Martinique, mais nationaux en général, qui chaque année, chaque mandature, chaque fois qu'il y a des élections, se mettent sur les podiums et promettent donc le ciel et le beau temps. Et finalement, donc on se rend compte que rien de tout ce qu'ils promettent donc arrive à échéance. Et chaque année, chaque fois qu'il y a des élections, il y a des renouvellements de promesses, Donc maintenant, on se doute de plus en plus si localement on n'arrive pas donc à nous donner ce qu'on nous promet, donc ce n'est pas l'Europe qui va le faire. Et autre chose, c'est que quand on regarde un peu donc, le fonctionnement de l'Europe, on a l'impression que c'est du copier-coller de la France
et de l'Allemagne. Donc, beaucoup de lois, beaucoup de complications pour avoir donc des centimes d'euros en fin de course, parce que en fait, si on n'a pas les moyens véritablement, donc notamment dans le cas pour Saint-Martin, où on doit toujours systématiquement avancer l'argent par la suite pour se faire rembourser sur des présentations de factures, est-ce que c'est ce que l'on voit véritablement dans un développement? Moi, je ne crois pas. Est-ce que c'est ce qu'on voit véritablement dans un avenir donc florissant, donc riche et tout le monde a bénéficié? Non. D'autant plus que pour pouvoir bénéficier de ces fonds européens, il y a énormément de contraintes. On ne peut pas faire de bâti, on ne peut pas faire de ceci, on ne peut pas faire de cela. Et est-ce que véritablement donc c'est ce que l'on veut? Moi, je suis pour PTOM, pour même le Brexit aussi. Ça ne m'intéresse pas du tout l'Europe. Et c'est vrai que il y a beaucoup d'argent, on se fait financer beaucoup de choses avec les fonds européens, mais il y a un peu trop de contraintes. Par exemple, notamment quand on vous dit que c'est financé par 85%, mais ils ont la possibilité de rejeter les factures. Donc, à quel moment c'est véritablement financé à 85% si peut-être des fois 20% de ces factures sont rejetées? Donc, mon avis, publicité mensongère. Donc, il y a de quoi être sceptique, il y a de quoi ne pas trop vouloir avec toutes les contraintes, parce que c'est la France. Quand on regarde un peu le mouvement des Gilets jaunes, c'est parce qu'il y a un peu trop de lois qui nous empêchent de bouger, de gesticuler et de véritablement connaître un développement, parce que on ne peut pas trop bouger à gauche parce que ça gêne un tel, on ne peut pas trop monter parce que ça fait ceci, parce que ça fait cela, et finalement, on n'arrive pas à véritablement prendre l'essor qu'il faut, parce que la France est un pays de loi. Et on a pris la méthode, le fonctionnement de la France, qu'on a fait copier-coller, déposer sur l'Europe, et un peu de ce qu'ils font en Allemagne. Et quelque part, heureusement qu'il y a quand même l'Allemagne, parce que c'est un peu plus libéral que la France, mais la France est toujours un pays où on réagit toujours on délibère, où on fait des lois, on légifère toujours en réaction à quelque chose et jamais en anticipation de quoi qu'il en soit. Donc, on n'anticipe pas le développement économique, on anticipe très rarement les crises économiques, et finalement, quand ça nous arrive sur la tête, excusez-moi l'expression, sur la gueule, on a toujours envie de réagir à la dernière minute, et quand on réagit, sans se rendre compte qu'en fait, quand on fait une telle loi, ça gêne donc véritablement autre chose. Voilà. Merci Thierry. Très bonne journée. À très bientôt. Voilà, c'était Allô j'écoute sur la première. Retrouvez votre émission